Alors, nous allons... J'ai serré au maximum pour faire 30 minutes. Donc, nous allons faire un petit topo en plusieurs points, assez pratiques. Finalement, le contexte, quels sont les aspects TDM que l'on rencontre, qui doit être surveillé, quelles modalités d'imagerie, les difficultés et les pièges, et puis on finira par les points clés. Le contexte, bien évidemment, vous le savez, c'est une maladie qui a 2 ans d'ancienneté. C'est une maladie excessivement polymorphe, puisqu'elle va d'une forme asymptomatique à un cataclysme qui tue le patient. C'est une forme qui évolue en plusieurs phases, l'incubation, la phase d'état, l'orage cytokinique, et ensuite, après la réanimation, etc. C'est une maladie qui touche de multiples organes et pour laquelle l'atteinte respiratoire est prédominante. L'imagerie, on la retrouve à tous les stades. Au moment du diagnostic, avec une sensibilité, vous avez vu, proche des 95%, pour le pronostic, pour les complications, enfin, après la sortie. J'aime bien juste un petit mot pour rappeler comment fonctionne cette maladie au niveau cellulaire en haut, mais surtout pour montrer qu'elle détruit l'endothélium, l'épithélium, etc., qu'elle entraîne une première période d'inflammation, que le patient a besoin d'une ventilation de soins intensifs qui va générer ensuite, pour son propre compte, des complications, et in fine, on a 2 solutions. Soit le sujet guérit, soit la grande crainte, c'est de voir apparaître une fibrose pulmonaire. Ce qui est très important, c'est que dans cette maladie, on retrouve de la pneumonie organisée, dont vous connaissez la corticosensibilité, soit dans sa forme typique, la PO, la pneumonie organisée, soit dans sa forme aiguë fibrineuse, que l'on rencontre soit lorsque la maladie est aiguë, soit au moment de la guérison, ça se situe entre un poumon normal et un poumon qui va évoluer vers la fibrose. Et on verra que ça, c'est fondamental. Ça explique pourquoi certaines lésions scanographiques vont disparaître en 1 an. Donc il ne faudra pas se presser et ne pas être défaitiste chez nos patients atteints de séquelles du Covid. Alors la fibrose, bien évidemment, c'est le risque majeur. Il y a des facteurs de risque, un âge supérieur à 50 ans, un pouls rapide à l'arrivée, une hospitalisation de longue durée, un syndrome de détresse respiratoire, bien évidemment, une ventilation mécanique et un score scanographique élevé de étendue, sévère et critique. Ce qui est important pour nous, si on ne connaissait pas le patient, c'est de préciser toujours le statut, si on peut, bien sûr pré-Covid du patient. Ça, c'est fondamental. Alors, les aspects TDM, eh bien, ils sont, bien sûr, à la sortie au premier mois, ils sont en fonction de la gravité initiale. Mais on admet, cependant, qu'environ 90% des patients ont des images au scanner lorsqu'ils sortent de l'hospitalisation. Ce qui est fondamental, c'est que le verre des polypes va persister. Par contre, ces sujets qui avaient initialement des condensations parenchymateuses, les condensations vont rapidement régresser. Au fil des semaines, la situation s'améliore et l'on voit qu'en 15 jours, entre 25 et 42% des patients ont quasiment un poumon normal, un peu plus à 4 semaines. Une constante, c'est ces patients, lorsqu'ils sortent, ont une ampliation thoracique qui est assez faible. En fait, ils sont déconditionnés, ils ont une sarcopénie, et bien évidemment, leur diaphragme ne fait pas son rôle normal. Donc, on constate une ampliation thoracique qui n'est pas très élevée. Il y a des signes scanographiques à connaître, c'est le signe du sucre qui fond. Lorsqu'on a une condensation parenchymateuse, comme là-bas à droite, eh bien, lorsque ça va s'améliorer,
on va faire apparaître du verre dépoli qui est plus étendu que la condensation parenchymateuse. C'est un signe très fréquent, le signe du sucre qui fond. On a un deuxième signe qui est équivalent, qui ne part pas de la condensation, mais qui part du verre dépoli. Le verre dépoli, lorsqu'il va s'améliorer, d'abord il s'étend, et ensuite il devient moins dense. On voit très bien, entre l'image du verre dépoli en haut, bon, comme toujours ça ne fonctionne pas, bon, bref, en haut et en bas, vous voyez que le verre dépoli qui était dense devient nettement moins dense, mais plus étendu. Pareil pour l'image là, qui est une image en atoll de pneumonie organisée, on a un verre dépoli qui est très peu dense. Donc ça, ce sont des signes que l'on rencontre. Ça n'est pas une aggravation, l'image est plus importante, mais elle est moins dense. Au troisième mois, l'amélioration souvent continue. Le verre dépoli peu dense peut se trouver dans à peu près 60% des cas, les condensations deviennent rares. On retrouve alors des opacités linéaires en bande, des opacités périlobulaires qui peuvent témoigner de pneumonie organisée. Ça, c'est fondamental. On peut avoir des pneumatocèles, des réticulations. Il y a un nouveau terme qui est donné par la Société européenne de radiologie qui dit ne pas parler de fibrose, parler fibrotic-like, de type fibrose. Ce sont des modifications de type fibrose. On dit ça parce que vous le savez très bien, la fibrose est irréversible, alors que là, ça peut se modifier et les gens peuvent se normaliser. Ça, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est? On a des bronchectasies de traction, presque comme dans la pneumonie interstitielle commune, presque comme dans la fibrose. Des distorsions, des réticulations, parfois des épaississements de la plaie. Et ça peut être réversible. Donc, il ne faut pas être totalement pessimiste lorsqu'on a ça et dire aux patients, ça peut mettre du temps, mais ça peut passer. On peut les aider avec la corticothérapie éventuellement. Le rayon de miel est rare. Et alors, l'équipe de, je ne sais pas si je l'ai là, c'est lequel, les Suisses ont mis en évidence un poumon en mosaïque, surtout dans les formes sévères. On ne sait pas très bien. Actuellement, il y a une grande étude qui est en cours pour essayer de voir si c'est soit une maladie des petites voies aériennes, soit encore les témoins de la microangiopathie thrombotique. Ça se rencontre dans les formes sévères. Bien évidemment, l'équipe belge a montré que c'était corrélé. Bien sûr, tout ça, c'est fonction de la lésion initiale, et c'est plus ou moins étendu en fonction de la lésion initiale. Alors, toutes les études qui sortent donnent des chiffres qui ne sont pas absolument identiques, mais ça va tous dans le même sens. Ça, c'est le COMBAC, l'étude française, à 4 mois. Vous voyez, on a chez les intubés 75% des patients qui ont des anomalies scanographiques, essentiellement du verre dépoli. C'est vraiment ce qui va persister. C'est le verre dépoli. Les lésions fibrosantes, entre guillemets, 19% des cas. Et puis dans la méta-analyse, c'est un peu pareil. On a, vous voyez, les distorsions, les bronchectasies, 23% des cas, alors que là c'est 19%, des épaississements, toujours le verre dépoli, 41%. Alors les images, vous les connaissez, les bronchectasies de traction, là-bas avec la flèche, les bandes parenchymateuses, un tout petit peu de rayon de miel, un petit épaississement pleural, tout ça, ce sont des images qui sont bien connues. Le pneumatocèle, vous les connaissez, les bandes sous-pleurales, ça c'est quelque chose que l'on rencontre très souvent, hein, les bandes sous-pleurales comme ça, et souvent ça témoigne de pneumonie organisée. Ça c'est tiré de l'article suisse qui est là, voilà, avec des images en verre, de verre dépoli, des dilatations de bronches bien évidemment, mais surtout un poumon en mosaïque avec des zones d'hypodensité. Eux ont noté ça, on n'en a pas noté beaucoup quand même. Voilà. Alors, bien évidemment, ce sujet qui a une forme légère de foudre, à 3 mois, va guérir complètement. Mais si je vous ai mis ça, c'est à cause de ça. Et ça, c'est ce que l'on disait hier, ce que vous avez dit hier, c'est-à-dire que dans 1/3 des patients, il y a une discordance entre la dyspnée
et l'aspect scanographique, et essentiellement dans le sens de gens qui ont quasiment rien au scanner et qui sont essoufflés. Un tiers des cas, grande discordance entre le scanner et la sémiologie que va décrire le patient. Alors vous voyez, cette patiente qui avait 94 ans, elle a attrapé une foudre légère, hein, elle a pris, on voit très bien les images en verre dépoli. On voit là, j'arrive pas, je ne sais pas si je peux utiliser la souris. Oui, alors je vais vous montrer, voilà. Vous les voyez là? Voilà, elle avait une petite participation hémodynamique. Le cœur gauche a été un peu faiblard à ce moment-là. Et l'on voit bien qu'à 3 mois, elle a un poumon un petit peu hétérogène. Bien évidemment, elle garde encore un peu de verre dépoli, mais pas grand-chose. Voilà d'autres anomalies à 3 mois. Ça, ce qui est le plus inquiétant dans ce que l'on voit, où l'on a quelques réticulations, on a des bandes sous-pleurales, c'est cette image-là qui est un peu inquiétante avec les bronchiectasies sous-pleurales que l'on voit mieux là. Ça ressemble tout à fait aux bronchiolectasies que l'on voit dans la fibrose pulmonaire idiopathique, et c'est entouré de verres dépolis. Ça peut régresser complètement. Ça, c'est fondamental. Hein. Voici cet autre patient qui a donc une forme modérée et qui garde toujours pareil des bandes sous-pleurales, des réticulations, et tout ça, ça peut témoigner de pneumonie organisée qui vont régresser, soit spontanément, soit si c'est sujet symptomatique, on peut les aider. Au 6e mois, les aspects de type fibrose, on les retrouve chez 35% des patients. Le rayon de miel est rare, les DDB de traction 10%, le verre dépoli, toujours, pratiquement un tiers des patients ont toujours du verre dépoli. Au 12e mois, ça s'est décalé, pourquoi? On retrouve toujours du verre dépoli, toujours, et puis le rayon de miel est excessivement rare et localisé. Et on admet à l'heure actuelle que probablement dans la Covid-19, la fibrose touchera peu de patients, moins de 20%, très localisée et en rapport plutôt avec des patients qui ont eu un SDRA et qui ont été ventilés. Voilà le sujet qui a pris la foudre à gauche. Vous voyez, progressivement, on voit qu'au 2e mois, il s'améliore, mais le verre dépoli est diffus. On a un verre dépoli, ça n'est pas une aggravation, c'est une amélioration progressive, et le verre dépoli devient de moins en moins dense. Celui-ci, c'est un malade très particulier, il est suivi pour des IDA. On en a parlé hier un petit peu, c'est ces petites lésions interstitielles très discrètes aux bases, dont on ne sait pas très bien quoi faire, mais qu'il faut surveiller, car on peut voir apparaître des formes plus ennuyeuses. Donc il attrape la foudre, et voici 5 mois après, là il y a une grande inquiétude à avoir, et on peut se demander si les lésions infiltratives qu'il avait déjà, à l'occasion de l'atteinte virale, ne vont pas donner malheureusement peut-être une forme très, très importante de fibrose pulmonaire. Voilà le cursus d'un patient. 17 mars, 22 avril, 17 avril. Vous voyez que vers le 29 avril, on a les mêmes lésions. Vous voyez, de dilatation de bronche, de bronchiectasie, un tout petit décollement pleural dans une zone un peu plus dense. Eh bien, on s'aperçoit qu'après, tout disparaît. Donc, ayons de la patience chez nos patients, car parfois le temps arrange bien les choses. Et alors, qu'est-ce que ça va devenir à long terme? Ces images, vous les connaissez. Vous les avez vues, je suis sûr qu'ici, tout le monde a vu ces images. Et pourtant, ça n'est pas que de la Covid-19. Ça, oui, ça, c'est du Covid-19, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le MERS-CoV, en 2012, qui donne des images identiques. Et ça, c'est le SARS-CoV-1, le SRAS, en 2003. Mêmes images. Or, en fait, c'est tous les 3 des coronavirus, bien sûr. Le génome est assez proche.
Le halo de protubérance protéique du SARS-CoV-2, bon, eh bien, il se fixe avec le même récepteur humain, la CE2. Le nôtre, le SARS-CoV-2, est plus contagieux, mais il tue moins que les autres. Les autres, la mortalité était à 10% pour le SRAS et 30% pour le MERS-CoV. Heureusement qu'on a... Il avait des lésions avec des bronchectasies très importantes. Donc, ça n'est pas sa maladie qui a donné ça d'emblée. D'emblée, c'est un patient qui avait une pneumopathie interstitielle non spécifique, qui a attrapé le Covid, mais qui gardait des images importantes. Autre évolution assez extraordinaire, j'ai tiré ça de la littérature, quelques cas d'ossification. Des patients qui ont évolué avec une ossification pulmonaire. En fait, probablement par hémorragie alvéolaire, c'est un peu comme la varicelle. Il faut une hémorragie et ça s'ossifie. Regardez, voilà. Celle-là, vous l'avez vue hier, c'est la patiente que j'ai vue pour expertise reconnaissance de Covid professionnel, qui avait dans les deux types d'images. Eh bien, ça, c'est une fibrose post-radique classique, et ça, c'est la redistribution positionnelle. Et il n'y avait aucune séquelle, elle a pu être rassurée. Enfin, souvenez-vous, on a maintenant des patients vaccinés qui ont pu avoir le Covid et qu'on voit. Savoir que la vaccination peut faire apparaître du même côté que le point d'injection des adénomégalies axillaires qui fixent la tête. Vous imaginez le problème si cette femme ou cet homme, cette femme a eu un cancer du sein, la problématique que ça va générer. Donc souvenez-vous qu'on peut avoir des adénomégalies axillaires homolatérales à la suite de l'injection anti-vaccinale. Enfin, ça peut créer une radiation recall pneumonitis. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'apparition d'une pneumopathie immune dans un territoire qui a été irradié parfois 10 ans avant. Et des cas ont été décrits, ils ont eu le vaccin anti-Covid et ont fait apparaître une réaction, une pneumopathie dans ce territoire. Là aussi, ça pose des problèmes chez les patients en oncologie. Alors je voudrais finir en vous donnant les points clés, savoir que les aspects scanographiques vont se modifier au fil du temps, après la sortie de l'hospitalisation. Rien n'est figé. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, qu'il n'y a aucune corrélation avec la clinique et les EFR. Ça, c'est également fondamental. Et on voit nombre de patients qui arrivent essoufflés avec le syndrome de stress post-traumatique et qui n'ont rien au scanner et avec une dyspnée majeure. L'aspect de type fibrotique peut régresser dans les 12 premiers mois. Et ça, c'est fondamental. Le rayon de miel, finalement, est peu fréquent et chez les patients qui ont eu SDRA ou qui ont été ventilés, et peut-être le patient qui a les sida, celui qui a déjà une pathologie infiltrative. Pensez à explorer en expiration si besoin. Toujours penser au statut pré-Covid, ça peut être très utile. Ça peut être très utile. Et surtout, penser au piège, ça ossifie. Et puis le vacciné, il peut faire apparaître la recall pneumonitis. J'ai pas mis d'image parce que j'ai tiré ça, c'est de la littérature, on n'en a pas eu. Mais je suis sûr qu'à l'avenir, on va en avoir, puisque la majorité de la population est vaccinée. Et ce type-là, de pathologie, arrive au niveau pulmonaire, au niveau digestif, au niveau cutané. Il y a une étude, une très belle publication, où une patiente a été irradiée pour une tumeur d'une glande sous-maxillaire, et le fait de lui injecter fait apparaître une énorme réaction inflammatoire dans la zone qui a été irradiée. Je vous remercie. Et j'ai récupéré pas mal de malades que j'ai pris en charge au bout de 3 semaines de corticothérapie. Ces malades vont très bien, on les a sevrés d'oxygène. Voilà, donc je pense que un malade qui reste dyspnique, qui est hypoxique,
qui a des images pulmonaires. Je ne parle pas des verdipolis, non. C'est des malades qui ont des lésions plus denses au scanner, qui sont plus denses, méritent bien le plus tôt possible un traitement corticoïde pour les améliorer sur le plan clinique, fonctionnel. Scannographiquement, on ne cherche pas à améliorer le scanner, mais ces malades vont mal si on ne leur donne pas un traitement corticoïde. Merci. D'abord, ce que tu dis, le réanimateur, lui, il a sauvé le patient. C'est d'abord ce qui est la chose essentielle, et donc il a fait son job, et après il va passer le relais. Effectivement, on les améliore bien, ces patients-là. Voilà, ça je suis tout à fait d'accord. C'est pour l'ensemble de ces patients, seulement pour ceux qui traînent et qui n'évoluent pas bien, parce que c'est un peu beaucoup quand même. Oui, non, c'est pour les patients qui gardent des images, des patients qui vont garder des images et qui vont bien. Cela, il faut les suivre. Bien évidemment, si dans l'intervalle, ça rejoint ce que disait notre ami TB, Monsieur le Président, dans l'intervalle, si le patient ne va pas bien, bien évidemment, tout cela, on les cortisone rapidement et on les suit plus précocement. Ça, c'est sûr. Mais il y a des patients qui ont des images de faction incroyables. On les suit, il faut les suivre, et on s'est fixé à peu près tous les 3 mois. Enfin, la Société européenne de radiologie. Mais bien évidemment, si ton patient est symptomatique et avec une gêne ou une hypoxémie, il faut les suivre et il faut les traiter rapidement. Ça, je suis bien sûr. La durée de la corticothérapie peut dépasser les 3 mois pour les patients qui ne s'améliorent pas. Plus de 3 mois, il doit, s'il ne s'améliore pas, 3 mois de corticothérapie. Alors il faut regarder s'il n'y a pas une autre cause. Est-ce que le versant vasculaire est réglé, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas vraiment de maladie thromboembolique veineuse? Et on sait très bien qu'il garde parfois des effets shunt parce qu'il s'est obstrué. Deuxièmement, le cœur, bien sûr, le cœur gauche, voir un peu ce qui se passe, bien sûr, ça c'est... Voilà. Et donc, ça c'est pile. La scintigraphie, sûrement. Scintigraphie, pareil, pour voir s'il y a des territoires un petit peu. Il faut vraiment se méfier chez le patient qui n'a pas grand-chose et qui reste gêné. Vraiment, il faut chercher tout ce qui est à côté, peut-être en cause, et en particulier la maladie thromboembolique veineuse, bien sûr. Ça, c'est l'élément essentiel.